Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Jeanne Vandois. Bonsoir David. Comment ça va Jeanne? Très bien. Bien? Oui. Vous avez un beau sourire en tout cas. Ça s'est bien passé, il y a eu la première et puis déjà une autre. Tout va bien, Théa des Martyrs? Tout s'est bien passé, oui. Ça s'appelle Jamais plus. On va en parler dans cette émission. Avant ça, 3 petites questions si vous voulez bien. Je vous demande de répondre un peu du tac au tac, hein. Si vous étiez une époque, Jeanne, vous seriez laquelle? Celle d'aujourd'hui, parce que la situation des femmes a toujours été affreuse et on essaie donc- de l'améliorer aujourd'hui. Donc, Tant qu'à faire. tant qu'à faire. Oui. Autant se fixer aujourd'hui avec l'espoir que ça bouge quand même. Oui. Si vous étiez un personnage de fiction, homme ou Ouh. femme d'ailleurs, au choix. Ouais, c'est vachement dur, ça. Ouais. Mais le premier nom qui vous vient en tête. Oh, un personnage grec, Cassandre. Cassandre. Ah oui. Mais non, en fait, c'est affreux. Elle Bah oui. ne peut rien changer. Non, pas du tout. M'aider, enfin je sais pas. Mais non, tu sais ça. Non, non, c'est encore pire. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Jeanne d'Arc. Mais en fait, le problème, et ça a à voir avec mon spectacle, c'est l'agentivité des personnages. J'ai pas du tout envie de dire que je serais un personnage masculin. D'accord. Parce qu'effectivement, ils sont plus intéressants que les personnages féminins. Mais Bah les ouais. personnages féminins sont souvent pourris, sacrificiels, et on s'en souvient parce qu'ils sont morts. Mais c'est intéressant ce que vous dites, ceci dit. Oui. Bon, allez, on fait une croix là-dessus. Et si vous étiez un sentiment? L'amour, évidemment. L'amour, ouais. Ça sort souvent, ça, dans les réponses, quand je dis ça. Bah, il y a plein de sortes d'amour. Moi, je dirais un amour plutôt universel, c'est-à-dire pas l'amour-passion, mais Oui. l'amour pour son prochain. Quoi. L'amour, être capable d'avoir de l'amour pour chacun, même pour quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la rue. Enfin, j'ai vu une jeune fille dans le tram l'autre jour, elle pleurait et Ouais. je la connaissais pas et je lui ai juste demandé si ça allait et j'ai vu que dans son regard, il y avait un petit peu d'espoir. Tiens, on me voit. Ouais. Donc cet amour-là, quoi, qu'on peut donner à tout le monde. Merci Jeanne pour ces réponses. On va parler de Jamais plus. Vous êtes l'invité de LCR ce soir. George Fortescue Maximilian. My family call me Max. Which would you prefer? Either you go to America with Mrs. Van Hopper, or you come home to Mandalay with me. You mean you want a secretary or something? I'm asking you to marry me, you little fool. Oh, Max, you're lovely. You haven't flattered yourself that he's in love with you. Fact is, that empty house got on his nerves to such an extent. Goodbye, my dear, and good luck. It's big, isn't it? Yes, madam. Mandalay is a big place. Sometimes when I walk along the corridor, I fancy I hear her just behind me. We none of us want to live in the house. Maxim least of all. Don't be afraid. What the devil do you think you're doing? You should never have come back to Mandalay. Max! Voilà, sacrée bande-annonce, hein, le Rebecca de Alfred Hitchcock, évidemment. Quelle histoire! Vous êtes inspiré, entre autres, de cette histoire, mais d'autres histoires aussi pour votre spectacle Jamais plus. C'est un conte de fées, en fait, au début, cette histoire, j'ai l'impression. Non, ça commence comme un conte de fées, en tout cas. Oui, moi j'ai essayé de travailler sur comme une comédie romantique au début. Je me suis dit, Ouais. on va partir d'une comédie romantique et puis ça va se transformer en thriller fantastique. Oui, thriller surtout, un peu fantastique. Et puis partir sur quelque chose de plus pop sur la fin. Ouais. C'est un peu le parcours que j'ai fait, ouais. Ah oui, mais c'est vrai qu'au début, on se dit, mais qu'est-ce que je regarde comme spectacle? On a vraiment l'impression d'être effectivement dans quelque chose un peu à l'eau de rose, quoi. Oui, c'est ça, oui. Et vous en rajoutez un petit peu, quoi. Oui, c'est ça. Et les ça a acteurs, traversé. les actrices s'amusent, hein, Oui, je pense. je crois. Je pense qu'on s'est Mounia Douillet, s'est entre autres. très amusé à le faire, effectivement, et de passer par ces références Ouais. qu'on doit re-questionner aujourd'hui et qui ont nourri, qui ont bercé notre enfance. Complètement, parce qu'il y a énormément d'histoires comme ça. Donc là, ici, en l'occurrence, c'est une jeune dame de compagnie avec un riche veuf. Il est quinquagénaire, il est propriétaire d'un grand domaine et elle, il a le souvenir de sa première femme qui est décédée. Oui. C'est un féminicide, on va revenir là-dessus. Cette personne décédée va prendre de plus en plus d'importance au fur et à mesure que l'histoire avance. Oui, elle prend de l'importance parce qu'elle est vue comme une épouse, une personne, une femme parfaite, qui fait tout bien, qui est magnifique, et dont, dans le souvenir duquel on vit. En tout cas, c'est ce que pense la jeune narratrice. Ouais.
qui n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom, tiens. Ouais. Pas de nom. Comme par hasard. Qui est comme ignorée, donc se sent bien maladroite tout le temps, un peu en train de... Elle se voit comme la godiche de l'histoire, et donc elle a l'impression d'être complètement dans l'ombre de cette femme-là, et puis on va se rendre compte que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et c'est vrai que moi j'avais envie de symboliser cette personne défunte par la maison. Pour moi, c'était l'âme de la maison, et c'était ça qui me permettait d'avoir une dynamique de thriller et d'angoisse et d'inquiétude. Ouais. Alors, cette dynamique de thriller, d'angoisse, là, c'est votre talent de mise en scène, je trouve, qui est là mis en avant, parce qu'on sent il y a des accents lynchéens. J'imagine que c'est voulu, c'est vénéneux, surtout c'est resserré sur la question des victimes de l'emprise. On va regarder ce qu'on appelle le teaser de votre spectacle. Bienvenue à Manderley, madame. Voilà, bon, ça donne des frissons quand même. Hein. C'est signé Hubert Amiel, et qui a fait le teaser, comme on dit. On est presque effectivement dans un film de Lynch, avec les ambiances, la musique d'Olivia Carrère aussi. Vous avez écrit dans le dossier de presse « Nous croyons à la transgression des classiques ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Moi, je trouve que c'est important aujourd'hui de relire notre patrimoine littéraire, dramaturgique, enfin théâtral. C'est important de le relire et de se dire, ces auteuristes-là, ils vivaient pas aujourd'hui, enfin, ils connaissaient pas notre époque, ils ont été très clairvoyants sur plein de choses dans leur époque, parfois juste un peu après, mais je pense que si ils et elles vivaient aujourd'hui, ils écriraient plus les choses de la même façon. Donc, comment on peut les adapter, comment on peut leur rendre hommage, comment on peut interroger les questions actuelles à travers leur œuvre, mais d'une manière plus actuelle, ça me paraît nécessaire. Et dire les choses. Vous reprenez aussi une phrase de Simone de Beauvoir qui est tellement importante, je trouve, c'est « nommer, c'est dévoiler, et dévoiler, c'est déjà agir ». On en est là, en fait. C'est ce que j'essaie de faire dans tous mes spectacles, oui. En tout cas, moi, mais c'est nécessaire, je ne peux pas ne pas le faire. Ouais. On se souvient de Merveille, c'était votre précédent spectacle. C'était une autre héroïne enfermée également, qui doit vaincre ses peurs pour sortir de ce schéma d'emprise, de domination, de rapport inégalitaire aussi, parce qu'il y a aussi l'emprise sur le petit personnel, etc. On sent ça très fort, je trouve, dans ce spectacle. Oui, il n'y a pas qu'une seule forme d'emprise. Effectivement, le patriarcat, il fait du mal à tout le monde. Hein. Donc, pas qu'aux femmes. Hein. Il fait du mal aux hommes aussi, bien sûr, aux enfants. Il en fait beaucoup aussi. Et là, oui, je voulais effectivement montrer comment les rapports de domination se déploient dans toute la maison, en fait, sur toutes les personnes, y compris le vieux serviteur qui est très maltraité, qui doit encore travailler tellement à son âge. Et il y a un peu de la solidarité entre les domestiques. C'est aussi ça que je voulais raconter. C'est toute une maison, c'est un système, et on accepte tous ou pas de fonctionner dans le système. On est dans le système. Et puis, il y a ce féminicide. On peut le dire, hein, c'est un féminicide. Le public, c'est ça qui est étonnant d'ailleurs, raffole en général des héroïnes qui sont sacrifiées. On pense à Laura Palmer, vous en faites allusion aussi. Pourquoi on est si fasciné par les féminicides, selon vous ? Parce qu'on a été élevé à ça. On a été élevé à voir des femmes mortes dans les œuvres d'art. On les a érotisées. Par exemple, combien de tableaux sur Ophélie ? Si belle, morte et si belle. De préférence nue aussi. Hein. Nue et morte et belle. Donc, quand on est élevé à trouver une chose normale et belle, ça fait partie des critères de la beauté. Si on vous disait ce qui est beau, c'est
je sais pas moi, quelque chose de petit, poilu et gros et qui bave, on trouverait tous que c'est beau d'être petit, poilu et de baver du verre. Je ne sais pas. Si c'était ça le critère, la base. Les choses changent ou pas? Très très lentement. Je pense que les très jeunes personnes aujourd'hui voient un peu les choses différemment dans notre culture ici. Enfin voilà, il me semble. Mais il y a encore beaucoup à faire et on est face à un backlash aujourd'hui qui arrive. Il n'y a qu'à voir les résultats des élections à peu près dans tous les pays du monde. En fait. Ça vous fait peur, ça? Oui, très. Oui, bien sûr. Mais c'est à qui ça ne fait pas peur? Enfin, en tout cas, à toutes les personnes progressives, je pense. Ça vous fait peur et inversement, la culture fait peur aussi, j'ai l'impression. On sent de plus en plus, fait peur aux responsables politiques. Enfin, il y a quelque chose. La culture fait peur. Enfin, moi, ça, je ne peux pas comprendre. La culture, elle est partout. Elle est ce qui nous permet de résister à la barbarie, ce qui nous a toujours permis de résister à la barbarie, de rester droit, digne. C'est ce qui différencie l'espèce humaine du règne animal. Donc, comment peut-on avoir peur de ça? Bah oui. C'est la compagnie Serial Elite, ça c'est votre compagnie qui produisait ce spectacle. C'est pas un triptyque, mais enfin, il y a eu Merveille, j'en ai parlé. Il y a un autre spectacle qui se prépare sur le gaslighting, c'est ça? Oui, c'est ça, sur le gaslighting, l'art d'enfumer. Vous rigolez, mais c'est des choses graves quand même, évidemment. C'est des choses très graves, on peut penser qu'on est folle, oui. Et c'est un système qui fonctionne très bien et qui a été élu mot de l'année 2022. Trump l'a beaucoup utilisé aussi. Ouais. Et pas que lui, à mon avis, qui utilise. Je vais vite citer, il nous reste très peu de temps, mais voilà, le casting, parce qu'il est excellent, notamment Lou Joubert-Bounik, qui joue le rôle, enfin, elle n'a pas de nom, mais voilà, le rôle principal, et puis Mounia Douyeb, Vincent Londez, Zoé Kovac, Sylvain Dailly, et Alexis Vandis, ils sont tous formidables, en fait. Oui. Quelle équipe! Merveilleuse. Et plusieurs générations aussi. Et les créateurs et créatrices aussi, et les techniciens, techniciennes. On a une très grosse équipe et tout le monde est exceptionnel. Bravo à tous, c'est un excellent spectacle. C'est en ce moment au Théâtre des Martyrs. Allez-y. Et puis le 22, il y aura l'après-midi une discussion rencontre. Table ronde. Oui. Sur la question de l'agentivité des héroïnes, justement, dont je parlais tout à l'heure, à propos de Cassandre. Une table ronde avec Myriam Leroy, Capucine Coudrier et Julie Bozac de Vénus et Piletel la Chatte. Voilà, si ça va trop vite, vous allez sur le site des Martyrs, toutes les explications sont là. Merci infiniment d'être passé chez nous, Jeanne. Merci David Coyer. On se retrouve demain, nous, avec d'autres invités. Bonsoir.